Ben, pour moi, les 5 candidats vont... C'est maintenant, peut-être seulement maintenant que les candidats vont commencer à faire connaître leur programme. Parce qu'on a passé beaucoup de temps, depuis près d'1 an, sur les questions de révision de la liste électorale, sur les questions de parrainage maintenant. Et puis bon, donc pour l'instant, on ne sait pas sur quoi chacun... Bon, le président de la République qui est candidat à sa propre succession, on est sûr qu'il va tabler sur son bilan. Mais le rôle des autres candidats qui sont censés être des candidats de l'opposition, on a Dom Melo, on a Simone Gbagbo, on a Henriette Lagou, on a... Qui encore Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, c'est d'attaquer. Parce qu'ils viennent challenger quelqu'un. Donc, attaquer son bilan. Et proposer, certes, mais attaquer et proposer. Et ça, c'est sûr. Parce que, écoutez, si tu es d'accord avec ce qui est fait, c'est pas la peine d'être candidat. Donc, je pense que ils ont une double analyse à faire, c'est-à-dire analyser le programme, faire exposer les faiblesses du bilan, et puis faire des propositions pertinentes aux électeurs. Et à partir de ce moment, c'est à eux. Et puis, cette campagne aussi, elle va engager, elle va engager aussi des moyens. Et on verra bien si les candidats retenus ont les moyens humains et financiers de leur ambition. Parce que c'est déployé sur l'ensemble du territoire, c'est quand même... Ça engage beaucoup de choses. Et moi, je voudrais, sur ce point, vraiment engager les gens à être très, très pointus sur les propositions à faire. Parce que, évidemment... Inviter qui les candidats ou les électeurs? Les candidats à être pointus. Parce que, écoutez, c'est vrai que beaucoup de gens... Il y a du civisme dans l'électorat, mais il y a quand même... certainement une partie de l'électorat. On n'a pas de vraies statistiques dans ce pays au niveau des opinions, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui attendent qu'on leur propose quelque chose pour se décider, même s'il y en a qui ont déjà leur idée calée, voilà, ils n'ont pas de choses, mais voilà. D'autres attendent des innovations, des nouvelles choses. Et les candidats retenus ont ce rôle-là. Mais j'avoue que le contexte, l'ambiance générale pourrait impacter fortement la campagne qui va s'ouvrir. Parce que il faut pas oublier que les personnes, ou bien les chapelles qui n'ont pas de candidats officiels, représente une bonne partie de l'opinion ivoirienne. Laurent Gbagbo, Afi N'Guessan, Assalé Tomoko, qui est quand même qu'on connaît, quand même un journaliste, et puis qui a battu ses adversaires à plate couture à Tia Salé à plusieurs reprises, et puis d'autres qui ne sont pas sur la liste. Quand on parle déjà de l'élection de 2010, quand on voit la répartition des voix, Laurent Gbagbo et puis Bédié Père à son âme qui représentait le PDCI, c'est le PDCI, si Thiam n'est pas candidat officiellement, c'est le PDCI qui n'est pas candidat. Donc, ces gens représentent, Gbagbo avait 38%, Bédié avait 25%, ça fait déjà au moins un peu plus de la moitié de l'électorat ivoirien. Évidemment, il y a eu l'eau a coulé sous les ponts depuis 2010, mais ça n'empêche pas que cette photographie de l'électorat ivoirien demeure dans beaucoup d'esprits parce que le personnel n'a pas fondamentalement changé. Et donc, Afi, qui en 2015 a eu 9%, et il n'est pas candidat. Donc, c'est des gens qui représentent une partie de l'électorat, et s'ils ne sont pas
dans la course, ça peut avoir un impact sur la mobilisation de l'électorat. D'accord. Yacouba Doumbia? Oui, alors pour moi, pour réussir une bonne campagne électorale, il y a peut-être 5 éléments qu'il faut prendre en compte. Lesquels? Il faut d'abord définir une bonne stratégie, ensuite une bonne communication, de la proximité avec les électeurs, de l'innovation, et puis une bonne organisation solide. Donc j'entends par stratégie la définition claire d'un message qui pourrait s'apparenter à un slogan. Donc un message clair qui identifie... Une promesse. Une promesse, en fait, qui identifie la vision du candidat. Ensuite, quand je parle d'une organisation solide, je veux parler des équipes de campagne. Donc il faut pouvoir mettre en place une bonne équipe de campagne et puis maîtriser un peu toute la logistique qui va avec. Et une bonne communication, c'est savoir utiliser les médias à disposition. Donc, vous avez les médias traditionnels tels que la télévision, les radios, et puis vous avez les nouveaux médias, les réseaux sociaux. Donc, il faut pouvoir maîtriser. Et il faut de la proximité avec les électeurs. C'est important parce que ce qui est aujourd'hui handicap certains, c'est de croire qu'on peut battre seulement campagne sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui sont bien connus sur les réseaux sociaux, mais quand on va à l'intérieur, on ne sait même pas ce qu'ils représentent. C'est-à-dire, quand on parle d'eux, on ne sait même pas qui ils sont. Donc, il faut être là. Et j'entends aussi par proximité, pas seulement sa présence, mais aussi la présence de ses représentants. C'est tout ça qui constitue l'équipe. Et enfin, il faut un peu d'innovation. Quand je dis innovation, c'est tout ce qui peut rentrer dans le cadre des petits sondages, par exemple. C'est-à-dire, pendant qu'on déroule sa stratégie, il faut pouvoir avoir le retour des électeurs sur le terrain pour savoir un peu s'il faut faire des ajustements ou non. Il faut aussi avoir de la réactivité, donc pouvoir s'adapter et puis réagir. Réagir parce que vous serez sur un terrain assez difficile où vous serez attaqué sur vos projets. Donc, naturellement, il faut pouvoir réagir. Il ne faut pas tout laisser passer. Donc, aussi bien pour le pouvoir que pour les adversaires. Donc, pour moi, pour faire une bonne campagne, il faut tenir compte de vraiment tous ces aspects. Arthur Kamena-Yoboué, est-ce que vous partagez l'avis de Yacouba Doumbia? Oui. Et en même temps, j'aimerais que vous vous lanciez... est-ce que vous pensez que parmi les 5 candidats, il y en a un ou plusieurs qui cochent les cases évoquées notamment par Yacouba Doumbia? Bon, allez-y. Il a présenté 5 éléments. Moi, je vais, dans ces 5 éléments, je vais juste loger ces 5 éléments dans un des éléments que j'ai, parce que moi, j'ai 3 éléments que j'ai pris en compte. D'abord, le premier élément, c'est d'abord de comprendre le comportement électoral des Ivoiriens. Ça, c'est quelque chose que les candidats, les 5, que je félicite au passage parce que c'était pas aisé, c'était pas gagné d'avance. Et je note le sourire même de l'ex-première dame ici qui s'est félicitée d'être sur la liste. C'était vraiment pas évident. Et il faut comprendre le comportement électoral des Ivoiriens. Ce qui a été transmis comme héritage depuis les régimes, c'est que les Ivoiriens ont l'habitude de voter en s'appuyant sur leur appartenance soit religieuse, appartenance régionale, appartenance familiale. C'est-à-dire je connais quelqu'un qui est dans tel parti politique, donc ma famille appartient à tel parti politique. Je vote sur cette base-là. Donc il y a des comportements communautaires qui sont déployés. On vote en fonction des régions. C'est ancré dans la conscience collective des Ivoiriens. Ça, c'est un premier élément. C'est ce qui explique que, si vous avez bien remarqué, ça n'a pas gêné beaucoup de personnes lorsque les programmes n'ont pas été présentés ou les débats ont été faits sur les personnalités. Parce que ça répondait à cela. C'est plus d'où vous venez, qui êtes-vous et les liens d'affinité qui sont mis en avance dans... Plutôt que ce que vous proposez comme programme, comme projet de société. La conscience collective, c'est ancré dans la mentalité. Donc, en le faisant, qu'est-ce que ça fait? Un deuxième élément que je propose, c'est en termes d'imposer un discours qui clarifie sa vision. Parce que l'une des choses qui est dans la conscience collective des Ivoiriens, c'est que les dirigeants, quand ils sont au pouvoir, ils semblent être déconnectés de la réalité des Ivoiriens lambda. Je donne un cas simple. J'ai vu, avant de venir sur l'émission, il y a l'une des personnalités qui se préparait a pris quelques membres de sa famille pour voyager. Donc ça a été commenté sur les réseaux sociaux et ça met en évidence, puisque la personne qui a commenté a mis en évidence le fait qu'il y aurait certainement des prochains troubles qui à l'horizon, donc la personne est en train de préparer ses parents à les mettre à l'abri. Donc ça donne l'impression que
dans la conscience collective des Ivoiriens, les hommes au pouvoir ont les capacités de pouvoir s'extraire des réalités qui sont le quotidien des choses. Le ministre, puisque nous sommes en train de parler en même temps du bilan, le ministre de la Communication avait fait une sortie sur l'une des chaînes pour montrer que le revenu moyen des Ivoiriens tournait autour de 800 000 francs, si ma mémoire est bonne. 800 000 francs sur l'une des chaînes. Ça a été commenté largement. Donc, pas pour entrer dans les détails, mais pour dire, en présent cette réalité-là, et ce qui est vécu, ils ont l'impression que ça ne rend pas compte. C'est comme si les hommes politiques sont déconnectés de leur réalité quand ils sont au pouvoir. Donc, en clarifiant la vision de ce qu'on veut, le modèle de société que les Ivoiriens, qui peut être construit, dans lequel chaque Ivoirien puisse se retrouver, ça peut permettre aux candidats de se distinguer de ces 5 qui sont présentés. D'autres choses qu'il faut mettre en évidence, c'est, bon, pour continuer dans cette dimension, avant d'aller sur le 3e point, je prends un autre cas au niveau de l'école ivoirienne. Si vous avez bien remarqué, moi j'ai vu plusieurs membres du pouvoir mettre en évidence leurs proches qui ont eu des diplômes à l'extérieur, mais qui ne fréquentent pas ici. Donc cette réalité-là fait que, quand vous êtes au pouvoir, il y a des choses vous avez des accès à l'extérieur et vous êtes privilégié. Donc, cette manière de fonctionner-là fait de sorte à ce que vous n'avez pas la vision même de l'Ivoirien lambda. Le dernier point que je vais mettre en évidence, c'est ces 5 candidats. Je parle plus pour le ministre Jean-Luc Billon, plus pour Madame Lagou Henriette, de travailler sur leur capacité à développer leur stature, pas des statuts, leur charisme d'homme d'État. Parce que quand j'observe cela, au niveau de Awa Domelo, quand je parle d'homme d'État, cette capacité à mobiliser les relations au niveau interne, aussi au niveau international. Vous l'avez présenté comme étant vice-président des BRICS, c'est un poids dans le jeu politique, c'est-à-dire sa capacité à être représenté à l'international. La candidate Henriette Lagou, bon, je ne connais pas trop son profil, mais je pense que cet aspect-là doit être travaillé à son niveau. L'ex-première dame, elle a cette capacité qu'elle a déployée. Et une autre chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que tous ces candidats, je vais maintenant parler du président de la République. Lui, l'une des choses que le RHDP a un bilan qui est déjà présenté. À ce niveau, le piège du RHDP serait de dormir sur ses lauriers, c'est-à-dire de considérer tout ce qui a été fait comme étant des acquis. Pourquoi? Parce que dans le jeu électoral, il y a ce qu'on appelle l'imprévisibilité des comportements. Moi, lorsque je veux parler des comportements électoraux, je prends plus la dimension des femmes. J'explique plus en termes de femmes. C'est-à-dire que quand vous regardez, je dis souvent que le comportement électoral est comme une femme. Quand je parle de femme, je mets la dimension, cette capacité de réflexion et cette capacité émotive. Dans la capacité de réflexion, rationalité, c'est-à-dire qu'on peut prévoir vos comportements. Voici ce qui peut vous déterminer. Si on vous donne telle chose, voici tel résultat qu'on peut avoir. Mais en termes d'émotivité, il y a cette capacité d'imprévisibilité où vous réagissez en fonction des enjeux du moment. Donc, actuellement, il y a le bilan du RHDP qui parle en sa faveur. Mais si ces 4 challengers arrivent à déconstruire ce bilan-là en mettant en évidence les écarts, ça pourra donner un avantage comparatif à ces là.